Bonjour et bienvenue sur RTI 1. À la une de ce jeudi 16 septembre 2021. Hier mercredi, face aux membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée, le Premier ministre Jérôme Patrick-Achi a indiqué que l'avènement des nouveaux médias est une immense opportunité pour les pays en développement, mais qui, si l'on y prend garde, peuvent constituer une menace. Nous sommes le 16 septembre et c'est la journée internationale de protection de la couche d'ozone, tant protectrice pour notre bien-être. Il faut la préserver. Ce 16 septembre, c'est donc la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Dans ce 13h, vous entendrez la déclaration du gouvernement au micro de Grace Kando. Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Le président français l'a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Adnan Abou Walid al-Sarawi serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Ménaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce jeudi 16 septembre 2021 pour Accra, au Ghana, où il prendra part à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique en Guinée. Le chef de l'État regagnera Abidjan dans l'après-midi. On quitte l'aéroport, direction la primature, au plateau, à la primature où le chef du gouvernement, Patrick-Achi, a ouvert les portes de son cabinet aux membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée. Au centre des échanges, la régulation des médias en ligne à travers un cadre légal qui doit être trouvé. Sidoni Davila. Après 2 jours de travaux en vue de proposer des stratégies communes de régulation des contenus diffusés par les services de médias audiovisuels en ligne, les conclusions sont présentées au Premier ministre. Pour les participants, c'est un colloque qui a porté ses fruits. Nous disons très souvent que les jeunes Africains, malheureusement, ne sont pas conscients qu'ils laissent des traces numériques de leur vie dans les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement important, il faudrait les conscientiser. En plus du cadre réglementaire sur lequel nous réfléchissons, il y a des enjeux de sensibilisation extrêmement importants. Il y a également les fake news, vous savez, qui impactent nos vies politiques, qui impactent nos systèmes politiques. Et sur tout cela, nous devons trouver une solution. Nous avons, disons, élaboré une esquisse. Nous allons en faire une ébauche plus tard et peut-être, avant les rencontres de Ouagadougou, travailler vraiment sur un cadre légal qu'on peut appliquer dans nos différents pays. Aucune liberté ne peut être totale. Le régulateur, c'est celui qui fait appliquer des textes. Et nous sommes tous libres dans la limite des textes qui sont édictés donc dans ce cadre-là. Il ne faut pas voir en cela le gendarme, mais comme son nom l'indique, le régulateur, c'est celui qui permet de faire respecter donc les règles de fonctionnement. Et aucun État, aucune organisation ne peut fonctionner sans règles. Patrick-Achi, pour qui la question de la régulation du secteur de la digitalisation est très importante, souligne la nécessité pour les acteurs d'anticiper. En même temps qu'il constitue une opportunité, il peut constituer également une menace. Une menace aux libertés individuelles et publiques. Voilà. On souhaite avoir, je dirais, un environnement bien sûr ouvert, mais il faut que cet environnement soit sécurisé. Voilà. Sécurisé, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui de tous ceux qui utilisent la technologie pour pouvoir développer, je dirais, leur économie, leur pays, puisqu'aujourd'hui, le secteur tel que celui de la digitalisation, donc l'économie numérique, est l'un de ceux qui croît le plus au monde, ou qui contribue en tout cas à la croissance du PIB pour de nombreux pays. La mission, bien sûr, et les réflexions que vous venez, je dirais, de conduire là, entrent directement dans le champ de préoccupation des gouvernants que nous sommes, et notre souci, bien sûr, est de légiférer sur ces questions. Au cours des travaux, les membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée ont adopté, entre autres, des mesures consensuelles de lutte contre l'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet.
Avec la RTI, c'est toujours plus haut, toujours plus loin. La première chaîne audiovisuelle de Côte d'Ivoire s'améliore chaque jour un peu plus pour votre plaisir. Et très prochainement, nos images seront plus nettes que celles auxquelles vous avez droit en ce moment. Et pour cause, nous passons bientôt au HD, la qualité haute définition. Les travaux avancent bien et vous découvrirez le résultat très bientôt. Serge Pacom Didi, Walter Amadou Ouattara. La télévision en haute définition permet de bénéficier d'une qualité d'image et de son optimale. La radio-télévision ivoirienne RTI se prépare à se mettre à jour de cette révolution numérique. La télévision nationale passe très bientôt de la qualité actuelle à la haute définition. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la RTI visitent les installations. L'UIT a imposé de nouvelles normes qu'on appelle HD à tous les médias audiovisuels. La RTI n'a pas échappé. Depuis plus d'1 an, le DG et ses collaborateurs sont au charbon afin de mettre notre groupe à cette norme-là, HD. Et donc, du matériel a été commandé et en plusieurs vagues successives. Il était bon, selon le rapport qu'il nous a fait, qu'on vienne aujourd'hui constater de visu ce qui a été amené et installé. Nous sommes rassurés et nous avons bon espoir que d'ici fin novembre, le basculement en HD au niveau du groupe RTI aura lieu. Les responsables de la RTI promettent donc aux nombreux téléspectateurs des images et une qualité sonore encore plus nette. On en vient à cette signature de convention entre la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire et la Commission d'arbitrage économique et commercial international de Chine. Cette signature intervient à l'initiative du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine. Il s'agit de se doter d'un instrument de règlement de litiges économiques et commerciaux. Les précisions de Cheikh Koné Aboubakar. Mettre en place une plateforme regroupant toutes les agences de promotion des investissements des 8 pays de l'UEMOA, avec pour objectif l'accroissement des investissements directs étrangers dans l'espace communautaire. C'est la principale articulation de cet atelier organisé par la commission de l'UEMOA. La mutualisation et la mise en commun des différentes expériences est plus profitable à tout le monde parce qu'on peut avoir des investisseurs qui viennent, qui veulent s'installer dans plusieurs pays en même temps. Et dans un espace où nous sommes en train de construire un marché commun, il est très intéressant qu'on puisse fonctionner en réseau pour tirer profit, n'est-ce pas, des capacités et des avantages comparatifs des uns et des autres. Chaque API a ses stratégies d'attraction des investissements, mais il est clair qu'il y a des éléments communs à chaque pays, mais également des problématiques qui sont communes pour lesquelles il faudra voir comment les adresser de façon communautaire. Et cette plateforme-là, pour nous, est la bienvenue. À l'échelle de l'Union, les investissements directs étrangers ne représentent qu'1,9% du PIB de l'UEMOA, soit 1 683 milliards de francs CFA. On va rester avec Cheikh Koné qui cette fois nous parle de la visite rendue par Félix Anoblé aux artisans de la commune de Cocody. Le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel est allé s'imprégner de leurs conditions de travail avec bien sûr possibilité de leur apporter un accompagnement. On voit cela en images. Jean Awa travaille dans la maroquinerie. Il fabrique des chaussures, des sacs, des cartables et des ceintures à la main. Pour le maroquinier, son rêve est de créer une véritable industrie dans le pays. Mais il traverse de nombreuses difficultés. Nos difficultés, c'est l'approvisionnement en matière d'œuvre, en matière en fourniture et en accessoires. Parce qu'il faut passer commande depuis l'extérieur. Nous n'avons pas le cuir de premier choix, c'est le cuir de second choix. Mais qu'on essaie toujours avec beaucoup d'imagination d'apporter une solution toujours pour satisfaire les besoins du marché. Comme Jean Awa, le maître artisan Kokoa Wenceslas fabrique uniquement des chaussures. Il souhaite transmettre son savoir-faire aux jeunes apprenants. Nous avons un projet de mettre sur place une école de formation professionnelle concernant la chaussure. Pourquoi pas même insérer ça dans l'enseignement secondaire pour qu'il y ait encore plus d'avantages des hommes de métier dans le pays. Comment rendre ces petites entreprises en moyenne entreprise et mettre le cap sur l'industrialisation? C'est l'objectif de cette visite du ministre Anoblé aux artisans de Cocody pour s'imprégner de leur réalité.
Notre rôle en tant que ministre donc, de l'artisanat est de pouvoir donc, aller vers ce savoir-faire et voir donc, les possibilités pour le gouvernement d'accompagner ces différentes entreprises-là qui sont donc, véritablement spécialistes dans leur domaine de compétences et qui ont besoin véritablement de l'accompagnement de l'État pour réussir à faire en sorte qu'ils aient donc de véritables industries de fabrication dans leur domaine. En Côte d'Ivoire, le secteur informel occupe environ 70% dans l'économie nationale, comme la plupart des pays en voie de développement. C'est un reportage signé Cheikh Koné Aboubakar et Marie-Ange Kouakou. La couche d'ozone, c'est cette fine pellicule que l'on retrouve dans l'atmosphère et qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil sur les êtres vivants et les écosystèmes. Les activités humaines comme l'utilisation d'aérosols, de climatiseurs, de réfrigérateurs ou encore de produits chimiques nuisent à cette couche d'ozone tant protectrice pour notre bien-être. Il faut la préserver. Ce 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. La journée mondiale de l'ozone a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 1994. Le thème retenu cette année est « Nous garder au frais nos aliments et nos vaccins ». La couche d'ozone est la partie de l'atmosphère dite stratosphère qui s'étend entre le 11e et le 50e kilomètre au-dessus de nos têtes. Dans les années 1970, les scientifiques ont observé un appauvrissement de cette couche dû à la consommation d'un certain nombre de gaz par les humains. Ce phénomène est à l'origine de plusieurs conséquences graves sur la santé, le réchauffement du climat et l'environnement en général. Les gaz utilisés dans les aérosols et les appareils de refroidissement responsables du phénomène de l'appauvrissement de la couche d'ozone ont été éliminés à 99% et remplacés. Plusieurs actions ont été menées, notamment des sessions de formation et de renforcement des capacités au profit des douaniers, des contrôleurs du commerce issus du port et de l'aéroport, des entreprises et des travailleurs du domaine du froid. Des campagnes de sensibilisation sont organisées à l'endroit du grand public et des consommateurs sur les effets néfastes de l'utilisation des hydrofluorocarbures. Selon le ministre Jean-Luc Assy, ces résultats ont pu être atteints grâce à l'appui financier et technique du Fonds multilatéral de Montréal, l'ONU Environnement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Chacun d'entre nous doit donc penser à jouer son rôle dans la protection de la couche d'ozone. Les habitants du quartier Zanzan de Bondoko, eux, ont un tout autre souci pour l'heure. Cette semaine, les populations étaient quasiment, pendant un moment, prisonnières chez elles. Impossible de mettre le nez dehors après la pluie qui s'est abattue plus tôt sur la ville. Une forte pluie qui a entièrement inondé les deux principales voies d'accès au quartier. Direction Bondoko avec Herman Niamia, notre correspondant dans la région. Après les fortes pluies de la veille et de ce matin du 15 septembre, les habitants du quartier Zanzan de Bondoukou sont sous les eaux. Les deux voies principales d'accès au quartier et certaines habitations totalement inondées. Conséquence, aucun habitant ne peut entrer ou sortir du quartier. C'est du calvaire, c'est pas prudent. Bon, vraiment, je vois que ça paralyse le travail de la ville de ce matin. Nous avons des difficultés actuellement même pour traverser. Vous voyez le passage, façon elle est actuellement. C'est pas joli à voir. J'ai essayé de passer vers la station, mais c'était vraiment difficile. Et tout à l'heure, j'ai pensé qu'ici était mieux, mais apparemment, on dirait quand il pleut aux Zanzan, nous sommes bloqués. Selon les riverains, ce calvaire dure depuis 2 ans. Selon eux, cette situation est due aux constructions anarchiques. Les gens construisent n'importe comment dans le bas-fond. Donc ça fait que les bas-fonds sont saturés, l'eau ne peut pas circuler, donc l'eau nous empêche maintenant de vivre. On a constaté que lorsque les gars font les routes, il n'y a pas de caniveau qui va avec. Et puis c'est toujours des blocages lorsqu'il y a des pluies. Il faut dire que la mairie n'a pas fait son travail justement pour agrandir où doit passer exactement l'eau. C'est ce qui a provoqué tout ça là. Indexé, le maire de Bondoukou souligne que ces désagréments sont dus aux travaux en cours dans la commune. Bien évidemment, quand la ville est en chantier, il y a des désagréments lorsqu'il pleut. Donc je demande à la population un peu de patience. On va corriger ces erreurs
puisque les sociétés qui sont en train de travailler sont toujours là. L'ONAD est venu faire le constat. Et l'ONAD doit venir intervenir à cet endroit bien précis, sur la route du Zanzan. Mais en attendant qu'une solution définitive ne soit trouvée, les populations sont obligées de prendre leur mal en patience en espérant que les fortes pluies s'amenuisent. De retour ici à Abidjan, on va parler diabète pour ouvrir la page santé de ce 13h. Le Lions Club Thiébissou Tcheoui se bat au quotidien contre ce mal. Séances de dépistage et opérations de distribution de moustiquaires imprégnés, ce sont entre autres les actions menées cette semaine par le Club Service dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. Le témoignage de Godefroy Okambawa. Des packs alimentaires, des moustiquaires imprégnés et des poubelles. Un don du Lions Club de Thiébissou aux personnes vulnérables du quartier à Bobo, à Nissankwa. Au cours de cette rencontre, les membres du Lions Club ont sensibilisé les populations sur les risques du paludisme et les méthodes d'utilisation des moustiquaires imprégnés. Suite à cette opération, plus de 700 personnes ont été impactées. Pour exprimer également sa volonté de contribuer à la protection de l'environnement dans la commune de Thiébissou, le président a annoncé une opération de planting d'arbres dans les quartiers. L'initiative vise à protéger l'environnement contre les effets néfastes du réchauffement climatique. Nous avons décidé d'impacter 1000 personnes. 1000 personnes en dons, en vivres, et on a fait encore le dépistage du diabète. Nous avons distribué des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. Nous avons terminé par un planting d'arbres, parce que nous aussi protégeons l'environnement. Des actions qui s'inscrivent dans le programme d'action et de développement de ce club service. Le Lions Club de Thiébissou entend donc œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le diabète tue, le coronavirus est tout aussi mortel. Comment vaincre le virus Covid, le monstre qui nous malmène depuis trop longtemps maintenant? « 540 décès du fait du coronavirus depuis le début de la pandémie. 540. Et rien qu'hier, mercredi, on a enregistré 6 morts et 115 nouvelles contaminations. Ce qui porte à ce jour le nombre de malades Covid à 58 341. Restons disciplinés dans cette lutte, respectons les mesures barrières qui nous sont recommandées et allons nous faire vacciner. Puis cette information en bref et en images, le ministère des Transports à travers la coordination de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 dit enregistrer une baisse de 30% des accidents de la circulation. Vous le voyez certainement partout autour de vous, une campagne nationale de sensibilisation pour la sécurité routière est faite depuis quelques semaines. Les acteurs du transport routier se sont retrouvés hier pour un bilan. Ils proposent une implication plus effective des parties prenantes afin de réduire encore plus l'incivisme des populations sur les routes. Le reportage complet de Jean-Marc Djadji à suivre ce soir dans le 20h. Souvenez-vous, jeudi dernier, un hélicoptère de l'armée ivoirienne de type Mi-24 s'est crashé avec à son bord 5 occupants qui avaient malheureusement tous péri. Hier au QG de l'armée de l'air à la base d'Abidjan, le chef d'état-major général des armées a porté un message de compassion et de solidarité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Ce sont des hommes encore affligés par la disparition tragique de leurs frères d'armes qui ont accueilli le général du corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, à la place d'armes de l'état-major de l'armée de l'air en cette matinée de mardi. Pour l'occasion, l'ensemble des personnels, pilotes, mécaniciens, basiers et fusiliers se sont rassemblés en grand nombre, unis dans la douleur, mais solidaires dans la détermination pour entendre le mot de leur chef. Au nom de tous vos frères d'armes, de toutes les autres armées, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je voudrais vous assurer de tout notre soutien. Je voudrais aussi vous présenter tous nos encouragements, parce que ce qui est survenu ne peut pas nous arrêter. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Mais même si cela devrait encore nous arriver,
Il nous faudra toujours repartir et encore repartir. La nation compte sur nous. Les populations comptent sur nous. L'État de Côte d'Ivoire compte sur nous. Le chef d'état-major général des armées a insisté sur la poursuite des recherches dans cette zone difficile parce que marécageuse. Nous ferons tout ce qui est en notre possible pour retrouver les 2 boîtes noires. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée des eaux, ça devient de plus en plus difficile de poursuivre les fouilles, de poursuivre les recherches. Mais je mettrai point d'honneur à ce que ces 2 boîtes noires soient retrouvées. Certains m'ont fait savoir que vous étiez quelque peu choqués par certains propos qui se tenaient sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher nos informations. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher la force pour aller au combat. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher tout le courage légitime pour faire face à l'ennemi. C'est à des hommes déterminés et résilients que le chef d'état-major général des armées a réitéré la compassion de tous les frères d'armes, prêts à poursuivre la mission de sécurisation totale de l'ensemble du territoire contre les groupes armés terroristes. Des experts des pays membres de la CEDEAO sont réunis ici à Abidjan. Ils ont choisi la capitale économique ivoirienne dans le cadre d'un atelier de validation d'un guide d'harmonisation entre la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre et le traité sur le commerce des armes. La rencontre court jusqu'à demain vendredi et c'est à l'initiative de la CEDEAO et de l'agence de coopération allemande GIZ. On en sait plus avec Laure Goretti. Les pays de la CEDEAO veulent une complémentarité entre le traité sur le commerce des armes et la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Des experts gouvernementaux sont à Abidjan pour valider un cadre d'harmonisation juridique qui servira de guide au sein des pays de la région ouest-africaine. Au niveau de la convention de la CEDEAO, ce document est contraignant. Ça veut dire que lorsque un État membre veut commander des armes, ils sont obligés de suivre la procédure qui est la suivante. Une requête adressée au président de la Commission, un traitement technique est fait, les demandes sont ramenées dans les 14 autres États membres pour avis. Lorsque les États membres donnent leur avis positif, en ce moment-là, le président de la Commission délivre un certificat d'exemption qui permet à l'État de pouvoir acheter les armes dont il a besoin. Pendant 3 jours, ces experts vont échanger et sortir un guide harmonisé et validé par les pays membres de l'organisation. Les partenaires, l'agence de coopération allemande GIZ et l'Union européenne se réjouissent de cette initiative. Les civils, les enfants, sont les premières victimes des armes légères. Nous savons qu'elles circulent au travers des frontières. C'est facile de s'en procurer. Elles traversent les frontières, donc il est nécessaire d'harmoniser, que l'ensemble des pays de la CEDEAO harmonisent leur réglementation afin de lutter plus efficacement pour protéger la population. Selon la CEDEAO, environ 8 millions d'armes légères et de petit calibre circuleraient illicitement au sein des pays membres. La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre dans la sous-région ouest-africaine seraient aussi à la base de la criminalité transnationale organisée et des mouvements extrémistes violents. Le reportage de Laure Goretti a été commenté pour vous par Abou Oussanogo. On va maintenant au chapitre éducation de cette édition. L'ASK, c'est l'association estudiantine et scolaire d'Atekoubé. L'organisation a célébré cette semaine la 8e édition de la promotion de l'excellence et du mérite. En présence de Paulin Dango-Claude, les meilleurs élèves et étudiants de la commune d'Atekoubé ont été célébrés. Une manière de les soutenir et les accompagner dans leur cursus scolaire et universitaire. Patricia Oumouitia. Ce programme de promotion de l'excellence s'adresse aux élèves les plus méritants des écoles de la commune d'Atekoubé. Le but est de créer l'émulation en milieu scolaire. Je suis vraiment très heureuse. J'aimerais dire à mes amis de bien travailler à l'école car seul le travail paye. Pour le président de l'association, il est important d'encadrer les plus jeunes pour donner à la Côte d'Ivoire des femmes et des hommes de valeur. Cette année a été une année particulièrement difficile vu les différents résultats des examens au plan national. Et cela fera la 8e édition. Chaque année que nous primons les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé. Environ 8600 kits scolaires ont été distribués aux plus méritants par le parrain de la cérémonie. Cette année encore, nous comptons sur eux pour qu'ils fassent des performances à l'école. Qu'ils soient toujours au-dessus de la moyenne nationale
Et c'est pourquoi, dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire, le conseil municipal et la municipalité, dès la semaine prochaine, a décidé d'inaugurer un nouvel établissement d'enseignement secondaire, un nouveau collège ici à Atekoubé pour renforcer l'accessibilité aux formations scolaires et surtout pour encourager les jeunes. Cette 8e édition de la promotion de l'excellence et du mérite à Atekoubé est une action de l'association estudiantine et scolaire d'Atekoubé SK qui œuvre en faveur d'une éducation de qualité. À Guessabo, dans le Haut-Sassandra, le conseil régional vient de procéder à la pose de la première pierre du collège moderne. C'est un conseil régional qui demeure dans sa volonté de doter chaque chef-lieu de région, chaque chef-lieu de sous-préfecture de la région de collèges modernes avec un équipement didactique ainsi que des aires de jeu adaptés. C'était en présence des autorités politiques, administratives, coutumières du département et bien sûr de notre porteur Godefroy Okambawa. Guessabo, une sous-préfecture du département de Zougougbe, sera bientôt dotée d'un collège moderne. La pose de la première pierre de l'établissement a été faite récemment par le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Selon Alphonse Djedjemadi, l'initiative s'inscrit dans la vision de doter les localités en collège moderne afin de rapprocher l'école du domicile des enfants obligés d'effectuer leur scolarité loin de leur famille. On avait programmé Guessabo, ça fait déjà 3-4 ans. Compte tenu de la limite de nos moyens, on n'a pas pu respecter le timing. Je pense qu'il ne devrait plus exister des parents qui ne comprennent pas qu'il faille envoyer son enfant à l'école. Même si ceux qui regorgent des réserves de forêt, ils savent que la meilleure utilisation des tirs et bien sur cette terre commence par l'éducation. Et comme Oufoué Boigny lui-même l'avait dit, que ce n'est pas avec des machettes et des dabas qu'on va croire que l'agriculture va terminer. Donc même ceux qui veulent faire un retour à la terre, il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils rentrent dans le modernisme et qu'ils travaillent avec des machines, qu'ils puissent être au rythme de la science. Le futur collège de Guessabo s'étendra sur une superficie de 6 hectares avec 4 bâtiments, des blocs de latrines et un bâtiment administratif. Coût de l'investissement, près de 200 millions de francs CFA. Alphonse Djedjemadi a procédé également, au cours de cette rencontre, à la remise officielle des clés du logement du proviseur du lycée de Naïo, établissement réalisé par le conseil régional dans le département d'Issia. L'Antilope Festival, vous connaissez peut-être. Il se tient à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'artiste musicien Yabongo Lova. L'Antilope Festival, ce sont des démonstrations de danse traditionnelle, des dons à la maternité, à l'hôpital général et à l'orphelinat. Autre temps fort du festival, ce sont bien sûr les concerts auxquels le public a eu droit, mais c'était aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration clandestine. Les précisions de Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. Danse traditionnelle Tourou avec l'artiste Bleu Wangiza et les masques de l'Obia, issus du patrimoine culturel de la ville de Daloa. La cité des Antilopes aux couleurs du Antilope Festival. Événement piloté par l'artiste chanteur Yabongo Lova, fils de la région. Depuis tout petit, nous nourrissons ce projet. Aujourd'hui, Dieu voulant, nous sommes en train de réaliser un rêve. Et le rêve, c'était de faire de Daloa le centre culturel de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une fierté. Comme je dis, pour Daloa, on aimerait que la population de Daloa s'approprie ce festival. Voilà, c'est très très important pour la culture. Conférence sur l'entrepreneuriat et les conséquences de l'immigration clandestine animée par Marius Kona, député de la circonscription d'Atié-Guakro. Un volet social a marqué l'événement, notamment des dons à l'orphelinat Tomorrow's Hope et à la maternité de l'hôpital général de la ville de Daloa. Concert géant avec plusieurs artistes de divers genres musicaux sur la place Lobia de la cité des Antilopes qui a refusé du monde. Le coupé décalé, très bien représenté. Le magnifique, en cas d'écart, Priscilla Degamuse ont assuré la note d'humour. À cela s'ajoute la solidarité des artistes zougous de la génération actuelle, qui ont fait chanter et danser les populations de la cité des Antilopes.
XXIe siècle, quelle orientation donner au développement de la région des Antilopes? Tel a été le thème de cette première édition d'Antilope Festival, qui a bénéficié d'un grand engouement de la part de la population du Haut-Sassandra. C'est l'Antilope Festival et c'est un festival à retenir. L'actualité hors de nos frontières à présent. Le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Adnan Abou Walid al-Sarawi serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Ménaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée. Après l'avoir repéré, les forces françaises sur le terrain ont mené une opération militaire fin août, mais il a fallu du temps pour procéder aux vérifications nécessaires et confirmer son identité. Bon appétit à vous tous qui êtes à table et bonne suite des programmes sur la chaîne ivoirienne. Je serai encore chez vous demain à 13h. Prenez soin de vous d'ici là.